entretien de cette année, de Dimanche c'est politique. À l'occasion de ce premier entretien, nous allons recevoir un habitué de nos plateaux, Antoine Adoukonou, membre du Bloc républicain, pour revenir quelque peu sur les grands moments politiques de 2021, revenir sur les grands faits, tout ce qui nous a tenus en haleine, politiquement parlant, toute cette année écoulée. Antoine Adoukonou, bonjour. Bonjour, monsieur Xavier. Vous avez l'air d'être en pleine forme. J'ai l'impression que vous êtes un peu avachi dans votre fauteuil. Peut-être que la fête a été un peu trop belle. Bon, la fête a été toujours la fête. Il faut rentrer dans la nouvelle année avec quand même un petit sourire quand même. Un petit sourire. Oui. Bon, il va vous en falloir un peu plus pour décrypter tout ce que nous aurons à dire aujourd'hui. Nous allons de suite commencer par, en tout cas, le show, les dernières paroles du chef de l'État qui a clôturé l'année. On a clôturé l'année sur ses vœux, les vœux du chef de l'État, son discours sur l'état de la nation à l'Assemblée nationale. Nous allons commencer par cette fin pour mieux revenir en amont sur tous les grands moments politiques à retenir de cette année. Déjà sur le discours sur l'état de la nation, quels sont les points qui vous ont marqué, ou plutôt sur lesquels on devrait s'appesantir et s'attarder? Non, je crois que le discours sur l'état de la nation a fait ressortir, disons, 2 points essentiels. Un premier point, c'est la question de l'insécurité qui sévit au niveau de nos frontières dans le septentrion. Et je crois que c'est quelque chose vraiment qui doit nous préoccuper parce que c'est ça réellement l'état de la nation. Parce que c'est un moment un peu difficile que nous traversons parce que, vous savez, la sécurité est un grand pilier de l'existence d'une nation. Lorsque nous ne sommes pas en sécurité, ça peut rejaillir sur tout. Donc, je crois que le chef de l'État a pris la mesure des choses. D'abord, en annonçant qu'un grand pas, en fait, est fait, mais vu qu'il y a résurgence, il va falloir que l'État prenne encore les taureaux par les cornes et renforcer la capacité de l'armée à faire face à ce fléau-là. Donc je crois que c'est l'essentiel et j'ai pu comprendre aussi que le chef de l'État a convié tous les Béninois à s'unir autour de la question. Parce que, au-delà de tout, ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Ce qui nous unit, c'est le Bénin, c'est la nation béninoise, et ce qui nous divise, bon, ce sont les questions politiques inhérentes à toute société démocratique. Donc, il va falloir que du nord au sud, de l'est à l'ouest, de l'exil comme de l'intérieur, que nous puissions quand même nous entendre sur le minimum pour d'abord repousser l'ennemi commun et après on peut à l'intérieur continuer nos divergences politiques. Le chef de l'État l'a adhéré et c'est très important parce que si on se méprend et qu'on pense que oui, c'est à travers ça là qu'il faut mettre le gouvernement en difficulté. En fait, on ne met pas le gouvernement seul en difficulté. On met tout le pays en difficulté. Bon, on va pas reprendre ce que le chef de l'État dit. De toute façon, on n'en est pas encore là. Pour le moment, les acteurs politiques, dans leur immense majorité, semblent épouser, en tout cas, la voie de l'unité nationale. Le chef de l'État a parlé de défis sécuritaires, de défis sanitaires, mais le plus important, ce qui nous intéresse, c'est la réaction en tout cas, il y a eu beaucoup de réactions par rapport à ce que le chef de l'État a pu dire. D'aucuns parlent de diversion, par exemple, par rapport à la cherté de la vie, l'argument que le chef de l'État a avancé. Très précisément sur ce point, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je crois que
Et ceux qui parlent de diversion doivent avoir, en principe, être précis. Parce que la liaison... C'était un peu trop facile de dire que voilà, la cherté de la vie est à mettre sur le dos des conséquences de la Covid-19. Oui, je pense que la Covid-19 en a été pour beaucoup. Parce que nous sommes dans une économie et il y a plusieurs paramètres qui peuvent intervenir et par rapport à la cherté de la vie. Mais l'élément Covid-19 a été un élément qui a créé la récession des économies au plan international. Et lorsque il y a récession, les produits à l'importation, par exemple, si des entreprises qui produisent là-bas, la plupart ont fermé peut-être parce que le confinement est accentué, le peu qui ouvre, c'est sûr que ça va agir sur les coûts. Et dès que les coûts à l'importation varient dans le sens négatif, c'est-à-dire augmentent, c'est normal qu'à l'arrivée, ça puisse avoir un effet. Oui, sur les prix pour les produits manufacturés importés, oui. D'accord. On vous dira par exemple le gari, le maïs, l'igname et tout cela ne rentre pas dans ce que vous venez de dire. Bon, non, l'économie c'est un tout. Lorsque je suis un paysan et que je constate que les intrants ou bien les consommations intermédiaires, tout ce que j'achète pour ma survie augmente, psychologiquement, ça me demande de ne pas laisser ma production, qui est ma seule source de revenus, à bas prix. Donc, il y a des effets d'entraînement. Vous voyez, ça, c'est ce que je pense par rapport à la Covid. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs paramètres. Vous savez que par rapport à la cherté des vivres, par exemple, le gouvernement avait été obligé de prendre des dispositions pour interdire d'abord l'exportation de ces produits parce que le gouvernement a compris que ce n'est pas seulement la Covid en ce moment, puisque la question de la rareté des prix a eu un effet. De la cherté des prix. Non. De la rareté des produits. Non, la question de la rareté des pluies. Des pluies, d'accord. Dans le temps, a entraîné des effets sur les prix des produits. Parce que lorsque il ne pleut pas, le paysan anticipe, puisqu'ils sont dans le milieu, ils anticipent. Et ils se disent, comme il y a la rareté des prix, c'est que les produits vont devenir rares. Et ils font des stocks pour attendre ces moments-là. Et ces moments, effectivement, ne manquent pas d'arriver. Ou bien les grossistes anticipent et ils emmagasinent parce qu'ils savent que comme il n'y a pas eu la pluie, c'est sûr que les produits vont devenir. Dans cette anticipation, on peut assister à une hausse momentanée des prix. Donc, voici autant de facteurs aussi qui peuvent contribuer à l'explication de cette hausse de prix sans que la question de la Covid ne soit épargnée. Voilà. L'autre annonce du chef de l'État, ça c'est pour la formulation de beaucoup de la formulation de ses vœux, ce sont les 20 milliards pour accompagner tous ceux qui ont été impactés peu ou prou par cette pandémie. Déjà en 2020, il a été question de 30 milliards. En 2022, ce que le chef de l'État annonce, c'est pratiquement 20 milliards qui seront mis sur la table. Il y a la question de la revalorisation salariale. Pour la première fois, c'est le chef de l'État lui-même qui le dit. Avant, c'était issu du Conseil des ministres. Ça, le chef de l'État prend l'engagement solennel pour que ce soit effectif en 2022. Donc, deux annonces importantes qui nous projettent dans l'année prochaine. En tout cas, je dirais qui nous projettent dans le hautement social. Parce que, d'abord, parlant de la question de l'aide aux entreprises, c'est une question très essentielle pour la vie de nos économies. Parce que vous savez que ce sont les entreprises, en fait,
qui contribue en grande partie à la croissance économique. La croissance économique, vous le savez, ce n'est rien d'autre que la somme des valeurs ajoutées des entreprises, d'accord, des différents secteurs institutionnels. Les secteurs institutionnels ici, c'est beaucoup plus les entreprises. Et dès lors que ce phénomène de Covid-19 a affecté les entreprises, si l'État ne prend pas de dispositions pour sauver les entreprises, c'est que les entreprises vont mourir, seront en difficulté, et ça va faire en sorte que toute l'économie va prendre un coup. Donc, le gouvernement a grand intérêt, comme il le fait, à soutenir les entreprises pour relancer en fait l'économie, pour que la croissance reprenne. D'accord? Donc, la Covid a créé des moments de récession, tout le monde le sait, et ce gouvernement a fait le choix beaucoup plus sur les entreprises. Et je suis sûr que c'est suite quand même à des analyses, à des données pertinentes que les gouvernants font les choix. Et les choix peuvent varier d'un pays à un autre. Peut-être au Togo voisin, on a fait d'autres choix. Peut-être de toucher directement certains ménages, certains citoyens, mais il n'est pas dit qu'ici... De toute façon, la finalité est la même. La finalité est la même, mais l'approche peut ne pas être la même selon les circonstances. Ici, le gouvernement a fait l'option d'accompagner les entreprises, et je pense que c'est une meilleure solution. L'essentiel, c'est qu'il y ait un suivi pour que ces entreprises investissent réellement dans les entreprises pour que l'effet attendu soit atteint. Donc, je souhaite que le gouvernement fasse un suivi pour qu'on ne jette pas de l'argent dans les entreprises. Justement, c'est cet effet, parce que d'aucuns vite fait ont tout fait de pointer du doigt l'effet attendu. Pour résumer un peu, si l'État a injecté 30 milliards de francs CFA pour soutenir l'activité, si on doit ainsi parler, soutenir l'activité en ces temps de Covid-19, ça doit pouvoir être perceptible au niveau des ménages, ainsi de suite. Donc, d'aucun point du doigt le fait que malgré tout ce qui a été injecté, les populations n'en sentent pas vraiment le bénéfice. Qu'est-ce que vous répondez à cette frange-là de la classe politique qui tend à quelque peu minimiser un peu ces efforts du gouvernement? C'est-à-dire 30 milliards, d'accord, mais bon, pour quel effet très concrètement? Bon, les 30 milliards sont injectés dans les entreprises. D'accord? Ce n'est pas dans les ménages. Mais oui, mais pour soutenir l'entreprise, donc ça soutient l'emploi. Donc effectivement, les ménages ça finira par soutenir les ménages. Mais par effet indirect. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de croissance. Lorsque les entreprises, quand vous prenez une entreprise, il y a beaucoup de choses. Il y a que l'entreprise a des salariés qu'il paye. Avec cette récession économique due surtout à la Covid, il y a des entreprises qui se sont vues dans l'obligation de licencier. Ou il y a des entreprises qui se sont vues dans l'obligation donc de ne pas payer les salaires, des indemnités. Et tout ça là, avec cette aide, on peut déjà garder l'emploi. Garder l'emploi. Et lorsque nous gardons l'emploi, ça veut dire que nous avons gardé une famille, nous avons gardé des amis autour de cet employé, nous avons gardé beaucoup de choses. Donc, si nous voulons, je ne sais pas, lorsque on dit qu'on ne sent pas l'effet, comment on veut sentir l'effet? Parce que nous sommes dans un cadre macroéconomique. Ce qui est fait là, c'est dans un cadre macroéconomique. Et si on reste chez soi pour appréhender, puisque les données, en fait, les données économiques que nous avons sont toujours des données moyennes. On donne la moyenne, mais il peut y avoir des gens en dessous de la moyenne. Lorsqu'on dit que la pauvreté a régressé, ça ne signifie pas que chez chaque Béninois, la pauvreté, il peut y avoir des Béninois
où la pauvreté peut même s'accentuer. Mais c'est sûr que lorsqu'on va prendre le grand nombre, on va constater qu'il y a régression. Donc parfois, les individus peuvent penser que ce qui est fait là, ça ne les touche pas, mais indirectement, ça les touche sans qu'ils le sachent. D'accord. Voilà. L'autre question, c'est l'autre annonce, en tout cas pour la première fois sortie de la bouche du chef de l'État. On le savait, revalorisation des salaires du public. Bon, avec d'autres mesures pour contenter aussi ceux du privé. Très rapidement par rapport à cette annonce, pour qu'on puisse passer à autre chose. Je crois que moi je suis fonctionnaire, donc vous voyez déjà... La réponse est toute faite. La réponse elle est toute faite, Oui. mais je crois quand même que c'est une très bonne annonce pour tous les Béninois, parce que le fonctionnaire, qu'il soit dans le public, dans le privé, va finir par se retrouver dans une maison, dans un ménage donné. Donc lorsque on va revaloriser les salaires, c'est sûr que ça va être un grand soulagement pour les uns et les autres. Vous voyez. Donc je voudrais appeler à l'attention des partenaires sociaux d'accompagner le gouvernement dans ce processus et de façon loyale. J'ai lu un peu le secrétaire général de la CSA Bénin qui a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et là, Anselme Amoussou, je le vois beaucoup plus dans un syndicalisme de performance. Ce n'est pas syndicat pour syndicat. Lorsque le gouvernement va inviter les partenaires sociaux à voir dans quel sens il faut augmenter les choses, il faut que les syndicats se doutent des gens qui maîtrisent les choses. Il ne faut pas faire des revendications dans le sens le peuple a faim. Quand on va commencer les revendications dans ce sens-là, ça va aller dans tous les sens et on va dire non, le gouvernement a dit ceci, il a augmenté seulement 1000 francs, il a fait ceci. Non, il faut qu'on soit concret dans ce qu'on veut faire. Que le gouvernement amène ses arguments, puisqu'on ne peut pas augmenter de façon indéfinie les salaires. Oui. Voilà. Donc, dans quelle proportion il faut le faire? On va attendre que, voilà. En tout cas, les négociations ouvertes, les partenaires sociaux, le gouvernement l'a annoncé, donc on en saura un peu plus. Alors, pour faire la transition avec, on va revenir en début d'année, pour faire cette transition, d'aucuns pointaient du doigt, d'aucuns attendaient, une partie de la classe politique attendait quand même que le président fasse un geste, en tout cas, ou du moins aborde cette question, parce que vous en doutez bien, on a fini l'année sur 2 procès retentissants, que l'État, que le président de la République finisse, en tout cas cette séquence de l'élection présidentielle du 11 avril 2022 avec tout ce qu'il y a eu comme mouvement, avec peut-être, d'aucuns attendaient un mot par rapport à l'issue de ces 2 grands procès, du sort de ces 2 grandes personnalités politiques. Rien du tout. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'était une attente légitime ou du moins la justice a fait son travail et on passe à autre chose? Donc, attendez un mot. Quel mot? Est-ce que vous ne voulez pas sortir le mot? Non, moi je ne suis pas dans leur, dans leur esprit. Ils attendaient que quand même le chef de l'État gracie, certains voilà, en fait c'est ça. Non, moi je crois que au risque de vous surprendre, je vous dirais en toute sincérité que ça ne me préoccupe pas trop. Ça ne me préoccupe pas trop, mais je suis beaucoup plus préoccupé par comment faire pour pacifier les élections à venir. D'accord. Donc en parlant d'élections, revenons à cette élection du 11 avril. Nous avons vu tout ce qui s'est passé, les crispations autour du parrainage, l'élection présidentielle en elle-même qui a vu un plébiscite du président de la République et tout ce qui s'en est suivi comme blocage, comme tentative de saboter un peu tout ce qui a été fait. Quand vous revenez aujourd'hui avec le recul de quelques mois sur cette élection, qu'est-ce qu'on peut en dire, tout ce qui est arrivé? Bon, je disais tantôt, puisque c'est une suite logique, je vous disais tantôt que je suis beaucoup plus préoccupé par comment faire pour pacifier les élections à l'avenir que de me pencher sur la question trop tôt de la grâce, parce que la question de la grâce... Non, restons sur les élections. Oui. Non, vous savez,
nous avons passé des moments un peu difficiles pour ces élections. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on est en train de faire les élections au Bénin. Mais depuis un moment où je dirais, depuis qu'on a commencé par faire les élections sous le régime de la rupture, on constate malheureusement que à l'arrivée, il y a toujours des crises post-électorales et on se demande si c'est à cause du régime ou bien c'est à cause de l'opposition, la nature de l'opposition que nous avons eu en 7 ans. Et moi je dis que c'est à cause de la nature des opposants que nous avons eu. Parce que moi, quand j'observe les choses, j'ai l'impression que peut-être on ne comprend pas ce que c'est que la démocratie, ou bien on sait que le peuple ne comprend pas grand-chose et on se met dans des comportements qui compromettent même l'avenir du peuple. Parce que quand ces crises arrivent, peut-être c'est des citoyens qui laissent leur vie. Et après, on finira toujours par s'entendre. Les gens demandent la grâce maintenant. Mais lorsqu'on va donner la grâce, est-ce que la grâce va exhumer des morts s'il y en avait? D'accord? Donc, il vaut mieux trouver des formules qui permettent de ne plus se retrouver dans des situations pareilles. Vous savez, la démocratie que nous faisons, il est nécessaire de rappeler certains principes de base sans lesquels on ne peut pas avancer. Lorsque nous parlons de la démocratie, nous sommes là dans des règles préétablies. Et ça commence par la Constitution. Et vous allez voir, dans la Constitution, on nous dit quoi? On nous dit que le peuple est souverain. Mais pour exercer cette souveraineté, le peuple ne l'exerce que à travers les urnes. Soit par des représentants élus ou par voie de référendum. Ça veut dire quoi? Et l'article 3 de la Constitution donne certaines précisions qui échappent aux gens. Il dit aucune fraction du peuple, aucun parti politique, aucun mouvement syndical, aucune association politique ne peut s'approprier l'exercice de la souveraineté. Ça veut dire quoi? Dès que les représentants du peuple votent une loi, on peut émettre des critiques, puisque la liberté d'opinion elle est permise. On peut ne pas être d'accord avec le parrainage, on peut émettre des critiques, mais dès que ça devient une loi qui est promulguée et devenue exécutoire, on s'y soumet. On s'y soumet. En attendant aussi de faire en sorte, à travers les élections, d'avoir le pouvoir, de prendre le pouvoir du peuple à travers les urnes. Et une fois qu'on est arrivé à l'Assemblée nationale, on va aussi exercer la souveraineté au nom du peuple en changeant les textes selon qu'on pense. Et en ce moment, c'est sûr qu'il y aura aussi des gens qui ne seront pas d'accord. Ce n'est pas pour rien qu'on dit, bon, lorsqu'on veut voter une loi simple, lorsqu'on a la majorité simple, ça va. Donc, ce n'est pas l'unanimité qui est requise nécessairement dans une démocratie. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'avec tout ce qui est arrivé autour de ces élections, de cette élection présidentielle, où vous pointez du doigt, disons, la responsabilité des individus quant au blocage, en tout cas tout ce qu'on a eu à observer, est-ce que vous pensez qu'à la date d'aujourd'hui, voilà, tout cela est définitivement derrière nous? De toute façon, les réformes politiques sont presque toutes implémentées.
faire rentrer... Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, que cette question du parrainage, tout ce qui a constitué le cœur des réformes politiques de ces dernières années, tout cela est acquis et normalement, on devrait aller au-devant maintenant, en tout cas, des élections en tout cas pacifiques et que les acteurs... Est-ce que vous pensez que les acteurs politiques peuvent aujourd'hui légitimement rentrer dans un processus dynamique, tranquille, sans crispation aucune? Est-ce que tout ce que nous avons vécu là, d'après vous, en tant qu'acteur politique, est désormais derrière nous? Non, je ne dirais pas que je le pense, mais je dirais plutôt que je le souhaite. Parce que il n'a jamais été une solution de supprimer un phénomène lorsque la cause qui explique le phénomène subsiste. C'est ça que j'expliquais. La cause, c'est que est-ce que chacun est conscient que dès qu'une loi est votée à l'Assemblée nationale et que cette loi subit le processus nécessaire et que c'est promulgué, que ça s'impose à tous? Parce que le débat part de là. Aujourd'hui, on parle du parrainage. On ne sait pas demain ce qu'on va voter à l'Assemblée nationale. Vous me comprenez? Si demain à l'Assemblée nationale, je suppose que les députés disent, bon, le seuil de 10%, nous voulons rehausser ça à 20%. Je donne un exemple. Et que c'est voté comme ça. Quelle est l'attitude que la classe politique doit tenir? C'est ça. L'attitude, c'est de critiquer. C'est de dire que c'est pas bon. C'est de montrer que ça ne répond pas. Mais, finalement, c'est de s'y conformer. C'est de ça que je parle. Donc, je pense que mon souhait, c'est que tous les acteurs politiques comprennent que la démocratie, comme le définit le président Yahi Boni, c'est la loi de la majorité. Ce sont les rapports de force. Lorsque les rapports de force ne sont pas à votre faveur, vous le constatez. Et vous travaillez à faire en sorte que les rapports soient en votre avantage. C'est la seule chose que vous pouvez faire. Mais vous ne pouvez pas vous mettre dans la posture de brimer les tests, de sortir de l'ordre constitutionnel, de penser que lorsqu'on dit qu'il faut avoir des parrains pour aller aux élections présidentielles, que vous pouvez déposer les dossiers sans parrain, et que vous insistez que sans vous, qu'on ne pourra pas faire les élections. Que vous soyez en mesure de dire que vous allez faire exploser ce parrainage, que vous irez de bout en bout, et qu'à la fin, que c'est le gouvernement qui va capituler. Quand vous vous mettez dans cette posture, surtout quand vous êtes un praticien du droit constitutionnel, et ce n'est pas bien séant. Donc, le problème essentiel, c'est de comprendre que puisque ceux qui sont à l'Assemblée nationale, c'est eux qui détiennent le pouvoir législatif oui. Et dès qu'ils exercent ce pouvoir et qu'ils votent une loi, et que la loi éventuellement subit le contrôle de constitutionnalité et que c'est promulgué par le chef de l'État, nous nous en tenons compte. Nous nous en tenons compte. Aujourd'hui, j'ai expliqué la fois passée, parce qu'on m'a posé la question par rapport à la notion de second mandat. J'ai dit oui, second mandat et dernier mandat, conformément à la Constitution qui est là. Mais si demain, on change la Constitution qui est là, moi je me conforme à la nouvelle Constitution. Hein. Je vais critiquer. Je suppose que ça ouvre la voie à un troisième mandat. C'est un exemple que je donne. C'est un exemple, on l'a compris. Je suppose que, puisque je prends les cas extrêmes, je suppose qu'on modifie la Constitution. Et les règles, les textes sont prévus, tout est fait et la Constitution a été promulguée. Et dans cette Constitution, on ouvre par exemple la voie à un troisième mandat au président Patrice Talon. Je prends un exemple. Qu'est-ce que moi je fais en tant que citoyen? Ce que je fais, je critique. Je ne suis pas d'accord. On peut faire des lobbies, on peut dire tout. Mais tant que c'est resté comme ça, à l'arrivée,
Je ne peux pas dire que, comme il est candidat, troisième fois là, je vais brûler le pays, je vais faire ceci. Moi personnellement, je ne vais pas m'inscrire dans ce schéma. C'est pour dire que les tests, une fois que c'est voté, il faut que chacun s'y conforme en attendant son tour pour modifier. Si je dois vous rafraîchir la mémoire, vous avez vu le chaos dans ce pays. Ce chaos est un chaos chrysogène. C'est un chaos chrysogène. Mais c'est parce que je présume que le cas adverse où il y avait le président Soglo, Moussou Bruno, Adrien Ombedi, et Mathieu Nango, l'Union fait la nation. Le cas adverse, non, Mathieu, non. Le cas adverse où il y avait quand même cette grande figure politique du pays a fini par comprendre ce que j'ai dit. Pour dire, même si ce chaos-là est chrysogène, les gens ont tout fait pour se cacher derrière les tests pour en arriver là. Et parvenir, on a laissé tomber. Pour que la paix règne. Moi, je pense que cette opposition qui est là a manqué un peu de penser à l'avenir du pays. Cette opposition qu'ils appellent radicale a pensé... A manqué de responsabilité. A manqué de responsabilité. Voilà. Le fait important, parce que après tout c'est une élection, c'est le plébiscite du président de la République avec le score, le pourcentage qu'on connaît, avec le recul encore, cette victoire de Patrice Talon à l'élection présidentielle du 11 avril de 2021, elle est symptomatique de quoi? Si on s'en tient aux chiffres, d'une large adhésion des Béninois à son action, les cinq précédentes années pour de plus belles années encore. En tant qu'acteur politique ayant travaillé à cette réélection, qu'est-ce que vous pouvez en dire aujourd'hui de cette victoire, on va dire, sans coup férié? Non, moi je pense que si nous devons nous en tenir aux chiffres, nous avons eu un taux de participation d'à peu près 50%. Ça veut dire qu'il y a eu des Béninois qui sont allés aux urnes. Oui. Et Patrice Talon n'était pas le seul candidat pour qu'on puisse penser que d'autres choix n'étaient pas possibles pour ces citoyens qui sont allés aux urnes. Et même si le président Talon était seul, les gens avaient la possibilité de voter bulletin nul ou bien de ne pas cacheter. D'accord? Mais si ces 50% qui sont allés aux urnes ont accordé plus de 86% de suffrage au chef de l'État parmi tant de candidats, moi je suis en droit de dire que les marques du premier quinquennat ont emporté l'adhésion du peuple. Parce que si ce n'était pas le cas, ceux qui sont allés aux urnes auraient démontré le contraire. Parce que un citoyen ne peut pas prendre le cachet et en vouloir appuyer sur Paul Roupet. Quelqu'un d'autre sera là, ou bien sur RLC. Là. Bon, appuyer sur Djemba. Sur Djemba, oui. Ou bien sur Corentin Coré. Personne n'est dans l'une pour empêcher ceux-là pour dire non, ne va pas dans ce sens. Va cacheter sur le président Talon. Personne ne peut le dire. Donc ceux qui sont allés aux urnes l'ont fait en toute liberté et les résultats nous prouvent que quelque chose a été fait pendant le quinquennat qui a quand même sidéré les Béninois. C'est ce que moi je peux dire. Je ne dirai pas le contraire, puisque les chiffres sont là. Et si je dis le contraire, les chiffres vont me contrarier. Si je dis que donc, les gens, le premier quinquennat n'a pas impacté les Béninois, et que je viens au résultat, j'aurai des difficultés à faire des analyses. Mais la question, c'est que vous êtes acteur politique, vous connaissez le terrain. Est-ce que ce que vous voyez du terrain corrobore les chiffres qui ont été sortis des urnes? Non, vous savez, c'est le plus important. Vous savez, quand nous disons, moi principalement, moi j'ai été directeur de campagne dans une sphère donnée. Oui. D'accord? Donc, j'ai pu travailler, j'ai pu observer les choses.
Oui, c'est vrai. Vous savez, dans un pays, tout le monde n'est pas tenu de parler le même langage, hein, au moment où d'autres voient que ce qui se fait, c'est une avancée. Il y en a des Béninois et qui disent le contraire. Et on ne peut pas le leur refuser. C'est leur droit d'ailleurs. Et ces Béninois qui pensent que c'est pas bien fait, auraient même allé aux urnes pour le matérialiser. S'ils ne l'ont pas fait, c'est de la faute. Peut-être qu'ils auraient le fait et on serait là à analyser d'autres chiffres. Donc, s'ils pensent, puisque dans la foule il y en a qui critiquent, qui disent que non, bon, et que le social n'est pas au rendez-vous, et vous savez, c'est tout ça là aussi en référence à un passé qui a existé avant le gouvernement du président Talon. Donc, les opinions sont divergentes. Mais j'ai compris à travers ces élections qu'en réalité, au-delà des opinions, il y a une certaine prise de conscience des citoyens à travers les résultats. En parlant de social, vous m'avez facilité la transition. Pour finir cette séquence de la présidentielle du 11 avril 2021, il y a eu ce discours, en tout cas d'investiture, et ce qu'on a retenu, en tout cas, c'est resté dans les têtes du social, du hautement social, qui est venu quelque peu prendre le pas sur tout ce que le président a annoncé ce jour-là à Porte Novo. C'est un moment, c'est un temps politique très fort de cette année, et cette annonce hautement sociale. Déjà, est-ce que vous y attendiez que le président apporte une réponse directe aux critiques ici et là dont vous venez de vous faire écho, d'en faire écho, et qu'est-ce que ça a représenté, en tout cas, ce rendez-vous pris par le chef de l'État avec les Béninois pour son second mandat? Bon, moi je crois que d'abord la question du social, à ma foi, est un peu galvaudée, parce que nous employons tous peut-être le mot, mais nous n'avons pas souvent tous la même compréhension. Et si le chef de l'État a parlé du hautement social, je suis sûr que c'est eu écho à l'emploi dans divers sens de ce mot, que le chef de l'État a placé aussi ce mot pour dire aux citoyens que, en fait, j'y pense et ça va arriver. En fait, c'est ça. L'approche que nous devons avoir d'abord du social, en tout cas tel que moi je comprends. Le social pour moi d'abord, c'est le bien-être des citoyens et des citoyennes de ce pays. C'est ce que moi j'appelle social. Et donc, partant de cette compréhension, moi je dis d'abord que toutes les politiques publiques de l'État concourent au social. Parce que tout ce que l'État fait, la finalité, c'est pour le bien-être des citoyens et des citoyennes. Donc, pour moi, lorsque on trace une route, moi, déjà, je me vois que c'est du social. Parce que ça contribue au bien-être des citoyens. Parce qu'un citoyen qui peut-être dans sa ferme devait faire 40 minutes, 50 minutes avant d'amener ses vivres à la périphérie, et que juste parce que on a tracé une voie, il est en mesure de faire 10 minutes, il lui est plus facile de trouver des voitures pour convoyer les vivres parce que la voie maintenant donne facilement accès. Je vois que le citoyen est en train de sentir l'amélioration de ses conditions de vie et partant de là même est en train de faire des économies sans s'en rendre compte, parce que le coût des transactions va diminuer compte tenu de bon état de la voie.
Mais le problème avec le social, c'est qu'il faut s'en rendre compte. Parce que... J'en viens. Non, lorsqu'on dit qu'il faut s'en rendre compte, c'est parce que on n'enseigne pas. C'est parce que les partis politiques ne jouent pas bien leur rôle. Parce que celui qui doit s'en rendre compte est censé avoir une certaine éducation qui l'amène à comprendre. Parce que vous ne pouvez pas me dire, lorsque vous devez débourser 5 000 francs, par exemple, pour traverser votre zone avant d'aller à la périphérie, et parce qu'il y a la voie, vous déboursez 2 000 francs, que vous n'êtes pas conscient que vous avez fait 3 000 francs d'économie. Mais, comme vous le dites, il sera plus sensible s'il était à la maison et quelqu'un vient lui donner 3 000 francs. En fait, le débat se fait là. En réalité, c'est le débat entre les transferts directs et indirects. Vous voyez, non? Voilà, oui. Donc, c'est ça. Donc, c'est pourquoi je dis, au champ de la formation, il va falloir que les partis politiques se réorganisent. Surtout aujourd'hui qu'on a le financement public qui impose qu'il doit avoir des lignes pour la formation, pour l'éducation des citoyens. Justement, là, vous me tendez la perche. On va vider ce dossier-là très rapidement. Tout au long de l'année, par rapport aux différents moments politiques, aux différents temps, on a observé, vous êtes acteur politique du Bloc républicain, une certaine apathie, une atonie des partis politiques. On demande du temps, les partis bénéficient du financement public, vous l'avez rappelé. Alors, qu'est-ce qui explique cette apathie ? Qu'est-ce qui explique que la machine ne prenne pas? Parce que, pour le moins qu'on puisse dire, on ne peut pas dire qu'ils animent la vie politique telle que ça devrait se faire. Ça, tout le monde l'a constaté, tout le monde le dit. Alors, qu'est-ce qui explique cette démission partielle des partis politiques en dehors des grands moments électoraux? Bon, je crois que ma réponse serait mitigée, parce que je ne dirais pas qu'il y a eu accalmie totale. Parce que quand sans vous couper, vous mettez, si on déroule un peu la bande, vous mettez le PRD de côté, qui a travaillé très concrètement sur ce sujet, et tout le monde a pu l'apercevoir lors de l'université de vacances. Au niveau des autres partis, c'est... Non, je pense que même si je ne suis pas encore satisfait comme vous, je ne dirais pas que le tableau est aussi sombre. Je peux vous donner par exemple l'exemple de l'Union progressiste. C'est vrai que je ne suis pas l'Union progressiste, mais vous savez que l'Union progressiste a fait beaucoup d'activités. Lorsque vous prenez par exemple le 1er août, nous avons été conviés au palais des congrès et l'Union progressiste a fait diriger beaucoup de panels qui nous ont éclairés sur la vie politique du pays. Et surtout sur l'histoire. Sur l'histoire du pays. Les Béninois vous diront qu'ils ont besoin qu'on se prononce sur leur vécu quotidien. Non, un peuple sans histoire est un peuple sans âme, dit-on. Oui, on connaît. Si vous voulez aujourd'hui le quotidien, le quotidien se construit. Oui, se construit. Évidemment. Donc, dans les partis politiques, les quelques activités ne manquent pas. Mais je suis d'accord avec vous qu'il doit falloir améliorer. Parce qu'aujourd'hui, il y a le financement public. Il faut que ce financement soit bien utilisé pour qu'on ait les rendements qu'il faut. Parce que si les populations appréhendent, par exemple, mal la question du social, quelque part, c'est parce qu'ils n'ont pas l'information. Et il doit falloir que les partis politiques aillent au fin fond et, dans les langues nationales, expliquent comment un État fonctionne, comment on exécute le budget national, comment on fait, qu'est-ce que l'État fait. Quand vous avez les gouvernants, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas du maïs chez vous, c'est le gouvernant que vous attendez, ou bien c'est vous-même? Et qu'est-ce que le gouvernement fait pour vous accompagner, pour que vous ayez les capacités de le faire vous-même? Il faut qu'on explique les choses. Sinon, ce social-là, tel qu'on l'appréhende là, on aura tout fait. Mais, vous savez, les politiques, moi je dirais que le président Talon a tellement impacté les différents secteurs que finalement, les opposants n'ont que ce mot-là pour pouvoir essayer de dire, de voir que c'est mal fait. Social. Sinon,
n'importe secteur qu'il peut vous prendre, il voit toujours que c'est tellement visible que on ne peut pas dire qu'on ne fait rien. Vous voyez. Aujourd'hui, quand vous allez dire à un Béninois que le président ne fait rien, que le président, les citoyens voient l'asphaltage, ils voient les choses, bon, c'est pas facile. Mais quand on dit qu'il n'y a pas le social, ça prend vite parce que les gens ont faim. Et dès qu'on rallie les gens à ce slogan, ça prend vite. C'est pour ça qui fait que les politiques, les opposants l'utilisent fréquemment. Sinon, en réalité, le social... Bon, vous n'avez pas dit que c'est une lubie d'opposants. Non, c'est ce que j'observe. Pour que le chef de l'État lui-même en fasse un marqueur de son... Non, si le chef de l'État en fasse un marqueur, cela ne signifie pas que le chef de l'État pense le social de la même manière que les autres. Les autres l'utilisent à des fins politiques. Le chef de l'État, lui, l'utilise à des fins de bien-être des populations. C'est ce que j'allais faire remarquer. Ce n'est pas la même chose. Le chef de l'État parle du social dans le souci de voir les responsabilités qui lui incombent en tant que chef de l'État qui gouverne un pays et que les citoyens se plaignent et qu'il a le devoir de faire en sorte qu'il y ait amélioration des conditions de vie. C'est dans ce sens que le chef de l'État l'emploie. Et il s'y met avec les moyens qu'il a. C'est ça le vrai problème. Il s'y met avec les moyens qu'il a. Si pendant le premier quinquennat, on n'a pas annoncé la revalorisation des salaires et que sans tapage, sans revendication syndicale, le chef de l'État, le gouvernement l'annonce au Conseil des ministres et que le chef de l'État le confirme dans ses vœux de nouvel an, avec précision, l'année 2022, ça veut dire que depuis le premier quinquennat, on y pense. Mais il faut que les conditions soient réunies. Surtout le cadre macroéconomique. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, la revalorisation des salaires en soi n'est qu'un fait. Hein. Il ne sert à rien d'augmenter les salaires si les signaux macroéconomiques ne sont pas stables. Lorsqu'on ne maîtrise pas l'inflation, par exemple, et qu'on augmente les salaires, le pouvoir d'achat ne va pas s'améliorer. Ça devient une augmentation artificielle. Ça devient une augmentation artificielle. Donc un gouvernement agit sur plusieurs paramètres. Et vous allez voir que ce gouvernement, c'est pourquoi l'évergétisme, m'as-tu vu là, ce gouvernement ne le fait pas. Parce que quand on le fait, c'est qu'on prend des décisions à la hâte et finalement, ça vous rattrape. Vous donnez telle promesse, vous faites ceci, et à l'arrivée, vous êtes en difficulté parce que vous avez trop promis. Vous avez trop promis et le socle de votre économie n'est pas en mesure de supporter. Voilà. On parlait en tout cas de l'absence ou je ne dirais pas, je ne répéterai pas ce mot, d'émission des partis politiques. Il y a un autre champ sur lequel on les attendait un peu plus. Et d'ailleurs, je remarque, juste pour la remarque, que quand j'ai évoqué la question tout à l'heure, vous êtes membre du Bloc républicain, mais le seul exemple que vous m'avez donné, c'est celui de l'Union progressiste. Ça, c'est juste une parenthèse, c'est assez symptomatique de ce que je dis. Maintenant, je veux parler du champ de la Covid-19. On peut dire que cette année, résolument, le gouvernement a été, on va dire, comme en 2020, très proactif sur ce chantier-là. La nouvelle donne cette année, c'est la vaccination. L'État s'est appliqué à mettre les vaccins à disposition des Béninois. On a constaté que la première partie de l'année, c'était quelque peu laborieux en ce qui concerne l'acceptation des vaccins par les Béninois, en tout cas la fréquentation des centres de vaccination. Les chiffres se sont nettement améliorés en fin d'année, déjà par rapport à la gestion de cette pandémie. Qu'est-ce que vous pouvez en dire en 2021? Donc, la gestion de la pandémie, je ne dirais pas autre chose que ce que les grandes institutions, ceux de Bretton Woods ont dit. Nous avons travaillé à une maîtrise de la pandémie. Et notre économie
a été cité parmi les économies top en termes de résilience par rapport au choc de cette pandémie. Donc, je dirais qu'il y a une gestion très efficace de la pandémie. Vous savez que le cordon sanitaire, c'est le Bénin pratiquement seul qui a pu initier cela. Et ça a fait écho dans les pays européens et qui ont montré que ce petit pays, le Bénin, là, a trouvé des formules qui ont permis quand même de circonscrire le mal dans la zone où elle est censée beaucoup plus être en grande vitesse pour empêcher d'atteindre la grande masse, vous voyez. Et donc, ces chiffres que le FMI et autres ont donné finalement ont confirmé qu'il y a une gestion très efficace de cette pandémie. Et c'est ça qui a fait que aujourd'hui, malgré cette pandémie, on est aujourd'hui en mesure de revaloriser les salaires. Sinon, on ne peut pas traverser cette crise-là et être en mesure de prendre aussi de grandes décisions. Donc, il y a une parfaite gestion de cette pandémie-là. Évidemment, on ne peut, l'État a dû prendre quelques décisions difficiles en termes de restrictions. Par exemple, l'interdiction des manifestations culturelles et sportives. De façon régulière, l'État a dû, par exemple, restreindre l'accès des services publics, en tout cas réserver l'accès des services publics uniquement à ceux qui se sont fait vacciner. Il y a quelques-unes de ces décisions-là qui ont engendré quelques critiques ici et là, quelques crispations. Je ne sais pas si vous voulez vous dire un mot là-dessus. Par exemple, d'aucuns ont vu dans cette décision de restreindre, d'assujettir l'accès, de conditionner l'accès des services publics à la preuve de la vaccination, au pass vaccinal, à une sorte d'obligation de se vacciner déguisée. Mais quand bien même aujourd'hui, c'est rentré dans les habitudes. Et qu'est-ce que vous en avez pensé ça fait partie de la gestion que l'État a fait de cette problématique de la Covid-19. Non, je pense que tout ça là, je le rends toujours sous le registre de la volonté du gouvernement de voir une accélération du taux de vaccination. Donc, le gouvernement, à défaut de le rendre obligatoire, a fait des options quand même qui semble être une obligation qui ne dit pas son nom. Bon, pas dans le souci de faire du mal à la population, mais dans le souci donc de faire accélérer le taux de vaccination. D'accord ? Et on sait que ces milieux publics sont beaucoup plus fréquentés par des usagers. Et si on impose ces règles, cela peut contraindre un tant soit peu beaucoup de personnes à aller se faire vacciner. Voilà, cela pose très concrètement l'équilibre à avoir entre la responsabilité de protéger du gouvernement et les libertés individuelles. On a vu beaucoup d'organisations de la société civile se prononcer là-dessus, ainsi de suite. Il y a toujours cette bascule-là qui pose, en tout cas, de quel côté le curseur doit être mis. On a vu qu'en Europe, le débat ne se pose pas. On est allé très vite, même sans prendre de loi, le confinement, ainsi de suite. On a imposé aux citoyens ce qui la conduite à tenir. Ici, est-ce que vous trouvez qu'on ne chipote pas un peu trop sur ces questions voilà. Bon, vous savez, chaque peuple a ses réalités. Vous avez vu, si je présume que les effets que le Covid a eu en Europe et dans l'Occident, si on en a eu le 10e ici, tout le monde va courir pour aller se faire vacciner. C'est parce que peut-être ici, les effets de la maladie même n'ont pas, heureusement, n'ont pas pris l'allure qu'il faut, qui fait que on a toujours le temps de critiquer. Sinon, la question des libertés dont nous parlons, vous avez vu, il n'y a pas de liberté sans limite. Hein. C'est des libertés qui sont toujours encadrées par des lois, par les gouvernants, etc. Donc, ceux qui pensent que le gouvernement est dans son rôle. Le gouvernement est son rôle parce que le gouvernement est censé protéger la santé des populations. Nous sommes dans une question de santé
public. Le gouvernement, lui, il met ses mesures. Il revient à chaque citoyen de s'y conformer ou de ne pas s'y conformer, d'être responsable après. Voilà. Sur ce champ-là aussi, je le disais, les partis politiques aussi ont été abonnés absents, on va dire. On a surtout ceux de la mouvance, tout ce qu'il y a eu comme sensibilisation du gouvernement, en tout cas que ce soit les partis de la mouvance, de l'opposition et ainsi de suite. Sur le champ politique, on a presque constaté que les acteurs politiques dans leur ensemble se sont quelque peu cachés, d'aucuns derrière le manteau du gouvernement, d'autres dans une sorte d'indifférence, quand bien même on prend au sérieux la Covid-19. Est-ce que ça aussi, c'est pas, en tout cas... vous le dites si bien, ils sont à l'écoute. Et c'est sûr que le tir sera corrigé. Mais ces partis politiques aussi, ils sont tous dans le gouvernement. Hein. Donc, ce que le gouvernement dit, ça sous-entend que c'est ça les partis disent, hein, puisque les deux grands partis aujourd'hui qui composent le pays. Mais vous qui êtes à l'intérieur d'un parti, oui. c'est toujours un peu symptomatique la manière dont vous en parlez, mais vous êtes membre d'un parti politique. Mais j'ai dit d'abord que vous en parlez, ils sont à l'écoute. Ça veut dire que je fais mienne vos préoccupations et j'exhorte les partis politiques et à beaucoup plus se montrer capable d'être une institution d'animation de la vie politique. Parce que on a dit que les partis politiques animent la vie politique. Donc dans les grands moments de la vie d'une nation, lorsque les grandes questions, comme la question de la Covid-19, se posent, au-delà de la position du gouvernement, il est souhaitable que ces partis politiques donnent effectivement leur point de vue. Donc je suis d'accord avec vous. Voilà. 2022, c'est une année charnière, parce qu'on est en train de finir, il nous reste quelques minutes. 2022, c'est une année charnière. 2023, c'est les élections législatives. Déjà, de vous donner quelques minutes, à la fin de cette, en tout cas 2021, si pour vous devez retenir un fait, un seul fait, en tout cas politiquement parlant, qui pour vous résume un peu quelque peu l'année, ou disons, si on devait en retenir de tout ce qui s'est passé en 2021, un seul, ce serait lequel pour vous? Bon, ce serait le fait que le gouvernement, au-delà de tout ce qu'il y a eu comme tentative, ceci, toutes les élections, a su gérer de façon professionnelle. Je voulais parler beaucoup plus de notre armée pour que nous n'allions pas à la dégénérescence totale et qu'on a pu tout faire quand même pour sortir de ces élections et que le peuple béninois continue aujourd'hui de vivre dans la paix et que l'espoir est permis. C'est ce qui a beaucoup plus retenu mon attention parce que si jamais ça dégénérait, vous avez suivi le réquisitoire du procureur spécial de la Criège. Vous avez vu tout ce qui a été retracé comme plan et que les acteurs même sont venus confirmer. Imaginez-vous si ça là, ça prenait. On serait peut-être dans la transition comme au Mali, on serait dans des gouvernements de transition et on sait quand ça commence, mais quand ça finit, on ne sait pas. Vous voyez. Donc Dieu nous a épargné du pire et je pense que c'est ce qui a retenu mon attention et j'en profite pour dire il faut qu'on maintienne le cap pour que les élections à venir en 2023, 2026, etc. soient toujours des moments de fête malgré nos divergences. Justement, 2022, année tampon avant l'élection 2023, comment vous voyez les choses, l'année se dérouler? Est-ce que on assistera à un mercato, un vent de positionnement? En tout cas, en tant qu'acteur politique, acteur de terrain, comment vous sentez les choses? Comment vous percevez Non, je crois que la politique, c'est un jeu d'intérêt, dit-on. Mais dans le contexte béninois actuel, en principe, nous devons donner de bons exemples. Puisque nous avons dit, nous avons fait l'option d'assainir le système politique à travers des réformes qui nous ont coûté ce que vous savez. Il faut qu'à l'arrivée, une fois qu'on a traversé tous ces moments, puisque ces réformes nous ont permis de faire toutes les élections, d'accord, et qu'aujourd'hui, on veut amorcer une deuxième phase,
il faudrait que les acteurs politiques donnent de bons exemples aux populations. Il faut qu'on montre qu'effectivement, il y a eu une réforme qui a eu ses impacts et qu'il y a eu une certaine discipline qui s'observe dans la vie politique. Je ne souhaiterais pas que ça soit un mercato, comme vous le dites, mais comme c'est la question des intérêts, il ne manque jamais des brebis galeux parmi nous et qui pensent que leur intérêt se trouve. Donc, quand on parle de mercato, ce n'est pas forcément péjoratif. Vous avez bien pu absorber l'ex-UDBN dans le BN, par exemple. Il peut y avoir des renforcements de tel pôle ou tel autre pôle, il peut y avoir des dissolutions, il peut y avoir beaucoup de choses. Bon, ce n'est pas forcément péjoratif. Si c'est dans ce sens, ce que moi je souhaite, c'est un souhait. Parce que les crises que nous avons connues doivent nous apprendre beaucoup. Ce que moi je souhaite que beaucoup fassent le jeu de l'UDBN. Ceux qui pensent que je ne suis pas en mesure d'engranger les 10%, les partis politiques, puisqu'aujourd'hui, on en a près de 15 qui sont enregistrés au ministère de l'Intérieur, mais est-ce que concrètement, combien sont capables d'engranger les 10%? Que ceux-là qui pensent qu'ils ne sont pas capables de le faire, qu'il n'y ait aucune honte de suivre l'UDBN. Parce que l'objectif de la réforme, c'est d'avoir des partis politiques consolidés, d'envergure nationale. Ce n'est pas d'avoir beaucoup de partis politiques. Mais si on ne comprend pas la chose comme ça, et que les gens crient, à l'arrivée, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'Assemblée monocolore qu'on crée là, on aura encore l'Assemblée monocolore. Ah oui, mais si tout le monde va aux élections et que c'est les grands partis qui s'en sortent et qui arrivent à décrocher les 10%, mais ils ramassent tous les sièges. Et là, on va encore incriminer la réforme alors qu'en fait, ce n'est pas la réforme, c'est notre résistance à la réforme, à l'esprit de la réforme qui fait que on en arrive là. Vous avez vu le PRD qui a eu des voix pendant les communales à Porto-Rico et puis partout, mais à cause des 10%, n'est pas arrivé à lever un seul conseiller communal. Et on dit que c'est la réforme. Ce n'est pas la réforme. Moi, je vois le PRD depuis qui est dans sa résistance. Je lui souhaite bon vent. Ils ne sont pas dans la résistance, ils sont dans la remontada. Bon, la remontada et autres là, à l'arrivée, on va faire le point. Mais voilà. Ce que moi je dis, oui. Lorsqu'on fait des choix, lorsque le PRD choisit de ne pas rentrer dans des grands groupes, on lui concède ça. Mais il ne faut pas qu'à l'arrivée, lorsque le PRD n'a pas 10%, on commence par incriminer la réforme. Il faut qu'on s'incrimine pour dire, ah, voilà. J'aurais dû faire ceci au lieu de faire ceci. Voilà, merci pour ce souhait c'est le temps des souhaits d'ailleurs, donc on ne vous en voudra pas d'exprimer le vôtre. Merci Antoine Aloukonou, merci pour vous avoir conformé à l'exercice de ce premier entretien de 2022.